Grimalkin. Je m'appelle Grimalkin, et je ne crains personne. Ce sont mes adversaires qui me craignent. Avec mes ciseaux, je taillade les cadavres, les morts des clans ennemis que j'ai défaits au combat. Je leur coupe les pouces et porte leurs os en collier autour du cou, afin que tous sachent qui je suis. Si je ne me montrais pas aussi impitoyable, je ne survivrais pas une semaine. Je suis la tueuse du clan Malkin. Vous êtes fort, agile, vous êtes un guerrier entraîné, peu m'importe. Filez vous réfugier dans la forêt, filez. Je vous laisse un peu d'avance. 1 heure si vous voulez. Car aussi vite que vous courriez, vous ne serez jamais aussi rapide que moi. Je suis une chasseresse et je pratique l'art de fondre les armes. Je concevrai une spécialement pour vous, la lame d'acier qui tranchera le fil de votre vie. Pas une de mes proies ne m'échappe. Je taille dans leur chair si elles sont de chair, et si elles respirent, je leur ôte le souffle. Aucune magie ne m'impressionne, car je possède ma propre magie. Je ne redoute ni les gobelins, ni les spectres, ni les fantômes et les épouvanteurs, pas davantage, car j'ai plongé mon regard au plus profond de l'obscur, et je ne connais plus la peur. Mon plus grand ennemi, c'est le malin, l'obscur incarné. Enfant déjà, je le détestais. Je voyais de quelle façon il contrôlait mon clan et comment notre conventus le flattait. J'éprouvais envers lui une répulsion instinctive, une haine innée qui ne cessait de grandir. Je savais que, si je ne réagissais pas, il serait une plaie dans ma chair, une ombre noire sur chacune de mes actions. Il existe un moyen, pour une sorcière, de le tenir à distance, une méthode extrême qui la libère de son effrayant empire. S'accoupler avec lui et porter son enfant. Une fois qu'il a vu son rejeton, il n'approche plus jamais de la mer, sauf si celle-ci le souhaite. La plupart des fils du malin sont des semi-hommes, des créatures mauvaises soumises à l'obscur. Ces filles deviennent de puissantes sorcières. Certains enfants, ils sont très rares, ne sont pas touchés par le mal et naissent en tout point humain. Tel fut le mien. Je n'avais jamais éprouvé autant d'amour pour un être. Je n'avais jamais cru possible un tel bonheur. Sentir contre moi son petit corps chaud, si démuni, si confiant, dépassait mes rêves les plus fous. Ce petit enfant m'aimait et je l'aimais. Nos 2 vies étaient liées pour toujours. J'étais pleinement heureuse pour la première fois de mon existence. Hélas, une telle félicité est rarement destinée à durer. La mienne prit fin par une chaude nuit d'été. Le soleil venait de se coucher. Je me promenais dans le jardin de mon cottage, mon bébé dans les bras, fredonnant une berceuse. Un éclair fut soudain au-dessus de ma tête. Le sol trembla sous mes pieds. Le malin allait apparaître. Et mon cœur se glaça de peur. En même temps, je me réjouissais de sa venue, car ensuite, plus jamais il ne me visiterait. Je serais définitivement débarrassé de lui. Or, rien ne m'avait préparé à sa réaction. À peine s'était-il matérialisé qu'il rugit de colère, arrachant de mes bras mon petit garçon innocent. Il le souleva dans les airs, prêt à l'écraser sur le sol. Par pitié, m'écriai-je, ne lui faites pas de mal. Je ferai ce que tu voudras, mais laisse-le vivre. Le malin ne m'adressa même pas un regard. La rage et la cruauté l'habitaient tout entier. Il fracassa le crâne de mon bébé contre un rocher et disparut pendant des jours. La douleur me rendit folle. Puis peu à peu, des idées de vengeance germèrent dans mon esprit. Détruire le malin, était-ce possible? Possible ou pas, cela devint mon seul objectif, ma seule raison de vivre. Quoique grande et forte pour mon âge, j'étais encore toute jeune. Je venais d'avoir 17 ans. J'avais choisi de porter un enfant du malin pour être libéré de lui à jamais, et une fois cette décision prise, rien ne m'avait détourné de mon projet. Rien ne m'arrêterait plus, désormais. Enfilant mes plus épais gants de cuir, je forgeai 3 lames, chacune garnie d'une pointe en argent.
La simple proximité de ce métal m'était douloureuse, car il est néfaste à toute créature de l'obscur. Mais je serrai les dents et consacrai à cette tâche le meilleur de mon talent. Restait à trouver mon ennemi, ce qui n'était pas difficile. Le malin n'apparaît pas à chaque sabbat. Certaines années, il n'assiste même à aucun. Cependant, il manque rarement Halloween, et à cette époque, il avait une préférence pour le Clandine. Aussi, fuyant la cérémonie des Malkings sur la colline de Pendle, je me rendis à Rougeul, le village d'Edine. J'y parvins au crépuscule, et je me postai dans un petit bois, sur une colline surplombant le lieu où le feu serait allumé. Je ne craignais guère d'être repéré. Tout le monde serait bien trop excité et occupé par les préparatifs. De plus, une puissante magie me gardait invisible. Mon irruption les plongerait tous dans la stupeur, pour ne pas dire plus. Les dînes ne sont pas réputés pour leur inventivité. Ils me prendraient pour une folle. Bientôt, les sorcières se rassemblèrent, et unissant leurs pouvoirs, elles allumèrent le bûcher, qui s'enflamma dans un grand ouf. Le combustible utilisé était surtout du bois, auquel s'ajoutait un tas de vieux ossements devenus inutiles pour la magie. Le conventus, constitué des 13 sorcières les plus puissantes, forma un cercle autour du foyer. Leurs sœurs, d'un grade moins important, s'assirent derrière elles. Alors que la puanteur du feu arrivait à mes narines, les dînes entamèrent leurs imprécations, mêlant cris perçants et hurlements gutturaux. Elles appelèrent la mort et la destruction sur leurs ennemis. Pour l'essentiel, c'était du temps perdu. Les sorcières de tous les clans savent se protéger de ce type de magie. Il faut vraiment qu'elles soient affaiblies par l'âge ou par la maladie pour tomber sous le coup de telles malédictions. Mais je les entendis citer le nom de Caxton, le gouverneur de Caster. Il avait arrêté une de leurs sœurs récemment. Elle voulait sa mort. Lui aurait de la chance s'il survivait encore une semaine. Quand leurs imprécations s'achevèrent, un changement s'opéra dans le feu. De jaune, les flammes devinrent orangées, puis rouges. C'était l'un des signes annonçant l'apparition du malin. Et l'assemblée lâcha une exclamation d'impatience. Il commença alors à se matérialiser. Capable de prendre l'apparence qui lui convenait, il se présentait cette nuit-là dans son plus effrayante majesté. La mieux à même d'impressionner ses servantes. Les flammes lui léchaient les genoux, révélant sa haute taille, 3 fois celle d'un humain ordinaire, et la largeur de son poitrail. Sa longue queue balayait le feu, ses cornes recourbées étaient celles d'un énorme bouc. L'épaisse fourrure qui lui couvrait le corps luisait, et je vis les sorcières du conventus tendre avidement la main pour toucher leur noir seigneur. Je savais qu'il ne restait pas longtemps. Je devais frapper sans attendre. Je quittai ma cachette et courus de toutes mes jambes droit vers le feu. Dans le noir, les sorcières ne me verraient pas approcher, trop excitées à la présence du démon au milieu des flammes. Elles n'entendraient pas le martèlement de mes pieds. J'avais une lame dans chaque main, la troisième je la tenais fermement entre les dents. Je me mettais en grand danger, mais ma haine du malin me galvanisait. J'étais prête à mourir, détruite par son souffle infernal ou mise en pièces par les dînes. Je projetais ma volonté vers lui pour l'obliger à rester le temps que je le frappe. Je me faufilais entre les sorcières assemblées, que j'écartais à coups de coude et d'épaule. Des visages surpris et furieux se tournèrent vers moi. Je franchis enfin le cercle formé par le conventus et lançai mon premier coup de couteau. Il pénétra dans la poitrine du malin jusqu'à la garde. À son hurlement, je sus que je l'avais gravement blessé, et ses cris de douleur sonnèrent à mes oreilles comme la plus harmonieuse des musiques. Mais il pivota, et mes 2 autres couteaux manquèrent leur cible, même s'ils s'enfoncèrent profondément dans sa chair. Un instant, ses yeux se fixèrent sur moi. Ses pupilles verticales étaient 2 traits rouges. Je n'avais rien pour me défendre. Je m'attendais à être détruite sur place,
Je le souhaitais presque, sûr que mon sort serait pire encore, s'il s'emparait de moi après ma mort pour infliger à mon âme des tourments éternels. À mon grand soulagement, il se contenta de disparaître, emportant le feu avec lui, si bien que nous fûmes plongés dans le noir. La règle avait été respectée. J'avais porté son enfant. Il ne pouvait se tenir en ma présence, sauf si je le désirais. Autour de moi régnait la confusion la plus totale. Les sorcières couraient en tous les sens en déchirant l'air de leurs cris. Je profitais de l'obscurité pour m'enfuir. Bientôt, elles enverraient des tueuses à mes trousses, et ce serait tuer ou être tué. Sans cesser de courir, je me dirigeais vers le nord, contournant la colline de Pendle, puis j'obliquais vers l'ouest, vers la côte. Je savais exactement où j'allais, car j'avais planifié ma fuite. C'est dans les basses terres, à l'est de l'Estère de Wyrn, que je me posterai. Je m'étais enveloppé d'un manteau de magie noire, mais il ne serait pas suffisant pour me dissimuler aux yeux de mes poursuivantes. Je devrais les combattre en un lieu qui me donnerait l'avantage. Dans cette région, 3 villages sont alignés du nord au sud: Humbleton, Stomine et Press Hall. Un sentier étroit mène de l'un à l'autre, impraticable à marée haute, bordé de chaque côté par les mousses gonflées d'eau. Le cours de la rivière dépend aussi du flux et reflux de l'océan. Là s'étendent les marais salants. Et au nord-ouest de Stomine, près de la côte, s'élève Arm Hill. Ce monticule de terre ferme domine de grasses prairies et des chenaux dangereux, où la montée des eaux risque de piéger les imprudentes. D'un côté la rivière, de l'autre le marécage, et personne ne peut traverser sans être vu depuis cette hauteur. Je guettais l'arrivée de mes poursuivantes. Je savais qu'elles seraient plusieurs. J'avais commis envers les Dean une offense impardonnable. Si j'étais prise, on me ferait mourir lentement, tant d'atroces souffrances. La première de mes adversaires apparut au crépuscule, traversant le marécage avec précaution. En tant que sorcière, je possède de nombreux talents. L'un d'eux se révéla fort utile. Lorsqu'un ennemi approche, je mesure aussitôt sa valeur, sa force, son adresse au maniement des armes. Celle qui franchissait le marais n'était pas une combattante aguerrie. Seuls ses dons de traqueuse et sa capacité à percer mon manteau de magie lui avaient permis de distancer les autres. J'attendis qu'elle soit assez près pour me montrer. Debout, sur le monticule, ma silhouette se détachant du nettement contre le rougeoiement du ciel. Elle courut vers moi, une lame dans chaque main. Elle ne tenta même pas de zigzaguer pour éviter d'être une cible trop facile. C'était elle, ou moi. Ce serait donc elle qui mourrait. Je tirai de ma ceinture mon couteau de jet favori. Sa lame n'était pas équipée d'une pointe en argent, mais ce n'était pas nécessaire pour tuer une sorcière. Je le lançai, et il s'enfonça dans sa gorge. Elle émit un bruit étranglé, tomba sur les genoux, puis face contre terre dans l'herbe humide. J'éprouvai un serrement au cœur. C'était la première fois que je tuais un mortel. Cela ne durera pas. Je me concentrai de nouveau sur la façon d'assurer ma survie. Je poussai le corps de la morte dans la boue, et je le dissimulai sous les herbes. Je ne lui arracherais pas le cœur. Nous nous étions affrontés dans un combat loyal, et elle avait perdu. La nuit prochaine, elle se relèverait en sorcière morte, à la recherche d'une proie. Elle ne représentait plus une menace pour moi. Je n'aurais pas voulu la priver de ce droit. J'attendis les autres presque 3 jours. Elles étaient 2, et arrivèrent ensemble. Nous nous battîmes à midi, tandis que le pâle soleil d'automne donnait à la marée montante des reflets de sang. J'étais forte et rapide, mais mes adversaires étaient des combattantes aguerries, dotées d'un répertoire de feintes que je n'avais jamais rencontré. Elles m'infligèrent de cruelles blessures, dont je garde encore les cicatrices. Le combat durera plus d'1 heure, et j'arrachai enfin la victoire de justesse. 2 nouveaux cadavres de Dean s'enfoncèrent dans le marécage.
3 semaines s'écoulèrent avant que je retrouve la force de voyager. Les djinns n'envoyèrent pas d'autres traqueuses. Ma piste avait refroidi. Et il était peu probable que l'on m'ait reconnu. La nuit où j'avais attaqué le malin, je réfléchis longuement à ce qui était arrivé. J'avais blessé le démon. Tenterait-il de me tuer d'une façon ou d'une autre? Trouverais-je la première le moyen de le détruire? Je consultai une scruteuse, une étrangère venue du Grand Nord. Elle s'appelait Martha Ristelbach. Pour voir l'avenir, elle n'utilisait pas de miroir. Elle examinait la vapeur sanglante montant d'un chaudron où elle mettait à bouillir les pouces et d'autres doigts pour en détacher la chair. À cette époque, avant que Mab, la jeune sorcière du clan Mouldil, révèle ses noms de scrutation, elle était la praticienne la plus connue dans cet art. Je lui rendis visite 1 heure après minuit, ainsi que nous nous étions convenus. 1 heure après qu'elle avait bu le sang d'une ennemie et accompli les rituels indispensables. Acceptez-vous mon argent? Demandai-je. Elle acquiesça, et je laissai tomber 3 pièces dans le chaudron. Assis-toi, m'ordonna-t-elle en désignant d'un doigt impérieux les dalles de pierre devant le foyer. Le contenu du chaudron bouillonnait, l'air s'aimait teinté de sang, et j'en sentais à chaque inspiration le goût métallique à l'arrière de ma langue. Je m'assis donc en tailleur, et je l'observai à travers la vapeur. Elle resta debout, me dominant de toute sa hauteur, une tactique destinée à m'en imposer. Elle ne m'intimidait pas pour autant, et je soutiens tranquillement son regard pour l'interroger. Que voyez-vous? Quel sera mon avenir? Elle garda le silence un long moment, se plaisant visiblement à me faire languir. Que je lui eusse posé une question plutôt que d'attendre son verdict l'agaçait. Tu as choisi ton ennemi, dit-elle enfin, plus puissant qu'aucun mortel puisse affronter. Ce qui en découle est facile à prévoir. Le malin ne peut s'approcher de toi sans que tu y consentes. Mais il est patient. Quand tu mourras, il s'emparera de ton âme pour la condamner à d'éternels tourments. Il y a cependant autre chose que je n'arrive pas à voir clairement. Une autre force qui pourrait s'interposer, rien de sûr. Une simple lueur d'espoir. Elle marqua une pause avant de se pencher plus attentivement vers la vapeur. Enfin, reprit-elle, je devine aussi un nouveau-né. Qui est cet enfant? Je le distingue mal, reconnut Martha Rittelbach. Une ombre me le cache. De toute façon, même avec son intervention, seule une sorcière maniant les armes avec la plus grande habileté aura une chance de survivre. Une sorcière possédant la férocité et la vélocité d'une tueuse, plus redoutable encore que la redoutable Camel Doué. Railleuse, elle ajouta, es-tu de cette trempe? Sinon, résigne-toi à ton sort. Camel Doué était la tueuse des Malkings, une femme d'une force terrifiante. Elle avait abattu 27 candidats à sa succession, 3 par an. Elle entamait sa 10e année de souveraineté. Je me relevai et fixai Ristelbach avec un sourire provoquant. Je tuerai Camel Doué et je prendrai sa place. Je deviendrai la tueuse des Malkings, la plus redoutée de toutes. Je tournai les talons et m'en fus, poursuivi par les ricanements moqueurs. Mais je n'avais pas lancé de vaine vantardise, j'en étais capable. Je le savais. On me présentait chaque année 3 prétendantes au titre de tueuse des Malkings. Cette année-là, elles n'étaient que 2. Rien d'étonnant, car se mesurer à Camel Doué, c'était le trépas assuré. Ces 2 sorcières s'exerçaient depuis 6 mois. Je n'avais donc plus que 6 mois pour me préparer à l'épreuve. C'était peu. L'entraînement se déroulait dans une clairière du bois des Corbeaux. La première journée me laissa consterné. Les 2 autres n'avaient aucune confiance en elles et portaient déjà la mort sur le visage. Au fil des heures, mon mécontentement grandissait. Peu avant la tombée de la nuit, je lâchai enfin la bride à ma colère. Nous étions assises toutes les 3 en tailleur devant Chris Malking, notre entraîneur, et nous l'écoutions discourir sur le combat à l'épée. 2 matriarches du clan à la mine A4, toutes 2 sorcières, l'encadraient, veillant à ce que nous n'utilisions pas la magie contre lui. Chris,
Vous êtes un imbécile, sifflai-je. Vous avez entraîné avant nous 27 candidates, qui ont toutes été vaincues. Que sauriez-vous nous enseigner d'autre que la défaite? Il en resta muet, et la rage lui tordit le visage. C'était un homme de grande taille, à la musculature puissante, mais je soutiens sans broncher son regard flamboyant. Ce fut lui qui détourna les yeux. Debout, gamine, m'ordonna-t-il. Je me levai, un sourire aux lèvres. Et ne me provoque pas, petite insolente, aboya-t-il. Un peu de respect, mes conseils pourraient te sauver la vie. Il se mit à tourner, lentement autour de moi. Je suivais ses mouvements du coin de l'œil. À peine était-il passé derrière mon épaule gauche qu'il m'empoignait dans une étreinte digne d'un ours, qui chassa tout l'air de mes poumons. Une douleur aiguë me transperça. Une de mes côtes s'était brisée. Que ça te serve de leçon, cria-t-il en me jetant à terre. Il n'eut pas le temps d'en dire davantage. Je bondis sur mes pieds et lui cassai le nez. D'un coup de poing, le choc le fit vaciller. Notre lutte s'acheva très vite. Je le tenais à distance tandis que chacun de mes coups portait. Vif et précis. Il eut bientôt un œil fermé. La seconde d'après, le sang coulant sur son front ouvert inondait son autre œil. Aveuglé, il n'offrait plus qu'une faible résistance. Je le fauchai derrière les jambes, et il tomba lourdement. Les deux vieillardes s'agenouillèrent près de lui. L'une d'elles était sa mère, et je vis des larmes ruisseler sur ses joues. Je pourrais te tuer à présent, crachai-je. Mais tu n'es qu'un homme, ça n'en vaut pas la peine. Je m'éloignai alors, avant de disparaître entre les arbres. Je me retournai, avant j'avais une dernière chose à dire. Je m'en vais, je reviendrai pour l'épreuve. Ce que je ne vous ai pas encore raconté, c'est que Christ avait entraîné ma sœur aînée, Werkinda. Elle avait été la 5e victime de Kamel Doué. Raison de plus pour que je la tue, cette meurtrière. Par chance, je connaissais les secrets de la forêt, et j'étais déjà habile dans l'art de forger les armes. Par chance aussi, parce que j'avais posé ma candidature en dernier, je serais aussi la dernière à affronter Kamel Doué. Même si les deux autres étaient vaincus, elle l'aurait peut-être un peu affaibli, ou du moins fatigué. Je repris donc seul mon entraînement. Je m'y consacrai avec acharnement. Pour renforcer mon corps et gagner en endurance, je me nourrissais bien, nageais quotidiennement, sur plusieurs milles en dépit du froid mordant. Je courais dans les collines de Pendle, montant et dévalant les pentes pour travailler mon souffle. Je me forgeais de meilleures lames, que je portais dans des fourreaux accrochés à des lanières croisées autour de ma poitrine et de mes cuisses. Je gagnais chaque jour en force et en rapidité, en vue de ce qui serait une lutte à mort. Pour m'endurcir, je me mis volontairement en danger. Dans une forêt tout au nord du comté, je fis face à une meute de loups. Ils me cernèrent, recernant peu à peu, leur cercle grondant. Je voyais la mort danser dans leurs yeux affamés. Je tenais un couteau dans chaque main. Le premier loup me sauta dessus. Ma lame lui trancha la gorge avant que ses crocs ne soient refermés sur la mienne. Le deuxième mourut de la même façon. Je tirai alors ma longue épée et attendis le troisième assaut. D'un coup puissant, je décapitai l'animal. Quand la meute tourna bride, fuyant ma fureur, elle laissait derrière elle 7 cadavres, dont le sang rougissait la neige. Le moment d'affronter Cameldou approchant, je retournai à Pendle. Moi qui avais espéré que les premières candidates affaiblirent la tueuse, je déchantai vite. En moins d'une heure, elle les avait tuées toutes les deux. Mon tour était venu. L'épreuve se déroulait toujours au nord du triangle du diable, où se situent les villages des Malkings, des Dînes et des Mouldils. Cameldoué privilégiait comme terrain de combat la combe aux sorcières, où les familles enterrent les défuntes. Enfouie entre les arbres, elle gratte la terre pour ressurgir à la pleine lune, se nourrissant de petits animaux et, à l'occasion, d'humains imprudents. Certaines d'entre elles sont assez fortes pour parcourir plusieurs milles, à la recherche d'une proie,
Cameldoué avait fait d'elles ses alliés, voyant par leurs yeux, flairant par leur nez, écoutant par leurs oreilles, et utilisant parfois comme des armes. Plus d'une candidate avait été vidée de son sang par une sorcière morte avant que Cameldoué vienne lui couper les pouces pour prouver sa victoire. Mais la plupart du temps, elle triomphait sans leur aide. Les lames, les cordes et les choses trappes n'avaient aucun secret pour elle. Dès qu'elle avait capturé ou réduit à l'impuissance une de ses adversaires, elle se contentait souvent de l'étrangler. Je savais tout cela avant que la lutte ne commence. J'y avais longuement réfléchi, et j'avais exploré la combe à plusieurs reprises au cours des mois précédents. Je m'y étais rendu en plein jour, quand les sorcières mortes dorment, à des heures où Cameldoué s'était mise en chasse à l'autre bout du comté. Je connaissais tous les arbres. J'avais flairé chaque pouce de terrain, repéré les emplacements de chaque piège. J'étais prête. Je me présentais à la lisière de la combe juste avant minuit, l'heure où le combat devait débuter. À ma gauche s'élevait la masse menaçante de Pandol. À la pleine lune, haute dans le ciel, baignaient ses pentes de lumière. Le feu d'un fanal s'alluma au sommet, lançant vers le ciel des gerbes d'étincelles. C'était le signal. Je fis alors ce qu'aucune autre concurrente n'avait fait avant moi. La plupart pénétraient dans la combe nerveuses, tremblantes à l'idée de ce qu'elles allaient affronter. Les plus braves elles-mêmes ne s'y aventuraient qu'avec une extrême prudence. Mon attitude fut tout autre. J'annonçai mon arrivée, à voix forte et claire. Me voici, Cameldoué. Je m'appelle Grimal King, et je suis venu te tuer. C'est pour toi que je suis ici, Cameldoué, pour toi, et personne ne m'arrêtera, ni mort, ni vivant. Ma provocation n'était pas une simple bravade, mais le produit de nombreuses spéculations. Ces cris alerteraient les sorcières mortes. Elles se montreraient, me révélant ainsi où elles se cachaient. Les sorcières mortes sont plutôt lentes, je les distancerais aisément à la course. La plus dangereuse était Gertrude la hideuse, à cause de son apparence impressionnante, et parce qu'elle était incroyablement véloce pour une sorcière morte depuis plus d'un siècle. Elle écumait la combe et ses environs en quête de sang frais. Cette nuit, elle serait là. Elle était la complice attitrée de Cameldoué, qui la récompensait en victime, car elle avait sa part à chaque victoire. Je patientai une quinzaine de minutes, assez pour donner à la moins rapide des sorcières le temps d'approcher. J'avais déjà flairé la vieille Gertrude. Elle s'était terrée un moment à la lisière de la combe sans se risquer à l'extérieur, puis s'était retirée sous les arbres pour laisser ses sœurs moins agiles m'attaquer les premières. J'attendais des froissements de feuilles, des craquements de brindilles. Elles rampaient vers moi. Elles étaient lentes, mais je ne devais pas commettre l'erreur de les sous-estimer. Quand une sorcière morte a refermé ses crocs sur votre chair, il est presque impossible de lui faire lâcher prise. Elle aspirera votre sang jusqu'à la dernière goutte. Certaines se tiennent au ras du sol, enfouies sous les feuilles, prêtes à m'attraper par la cheville si je passais à leur portée. Je fonçai en courant sous les arbres. J'avais déjà flairé Cameldoué, sous les branches du plus vieux chêne de la combe. C'était son arbre, au cœur duquel elle stockait sa magie. Tout son pouvoir était rassemblé là. Une main jaillit hors des feuilles, sans ralentir. Je sortis un poignard de ma gaine attachée à ma cuisse et épinglai la sorcière à la racine tortueuse. J'avais planté la lame dans son poignet, pas dans sa paume, de sorte à ce qu'il soit plus difficile de s'en dégager. Une autre rampait vers moi, un rayon de lune éclairait sa face blême. La salive lui dégoulinait sur le menton et mouillait les haillons maculés de taches sombres. Assoiffée de sang, elle marmonnait une malédiction. Je lui lançai un couteau tiré du fourreau fixé à mon épaule droite. La lame lui entra dans la gorge, et le choc la rejeta en arrière. J'accélérai ma course. 4 fois encore, mes lames pénétrèrent des chairs mortes. J'avais distancé la plupart des autres sorcières, trop lentes, et celles que j'avais estropiées. Mais Cameldoué et sa puissante alliée m'attendaient quelque part. Je m'étais équipé de 8 fourreaux ce jour-là, chacun d'eux abritant une lame. Il ne m'en restait que 2.
D'un bond, je franchis une fosse, puis d'une autre, une couche de boue et un branchage les dissimulaient. Mais je savais qu'elles étaient là. Enfin, une haute silhouette me barra le chemin. Je fis halte, et je me préparai à l'attaque. Qu'elle approche donc, la vieille. Gertrude la hideuse portait bien son nom. Sa chevelure emmêlée grouillait de bestioles, tombait jusqu'à terre et lui couvrait le visage tel un rideau. On ne distinguait qu'un œil malveillant et une longue dent recourbée qui lui retroussait la lèvre et touchait presque sa narine. Elle se jeta sur moi, dans un grand jaillissement de feuilles, les mains tendues pour me griffer les joues, me prendre à la gorge. Elle était vive pour une morte. Pas assez, cependant. De la main gauche, je sortis la plus large de mes lames du fourreau fixé à ma hanche. Ce n'était pas une arme de jet, plutôt une courte épée à deux tranchants, particulièrement affilée. Je, euh, je me fendis et, d'un seul geste, séparai proprement la tête de Gertrude de ses épaules. Elle rebondit contre une racine avant de rouler un peu plus loin. Je repris ma course, tandis que la sorcière fouillait à deux mains les feuilles pourrissantes, à la recherche de sa tête perdue. C'était au tour de Cameldoué. Elle m'attendait sous son arbre, frottant son dos contre l'écorce, y puisant les forces pour la bataille. Des cordes destinées à m'attacher pendaient aux branches. Elle ne me faisait pas peur. Elle m'évoquait plus un vieil ours grattant ses plus que la redoutable tueuse que tous craignaient. Courant vers elle à pleine vitesse, je tirai le dernier de mes couteaux de jet et lui lançai à la gorge. Il tourbillonna dans les airs. Elle le détourna d'un geste dédaigneux de la main. Je ne ralentis pas pour autant. Tandis que je dégainais ma longue épée, le sol s'ouvrit alors sous mes pieds. Mon cœur rata un battement, et je tombai dans une fosse. La lune était haute. J'eus le temps de voir les pics, acérées, prêtes à m'empaler. D'un coup de rein désespéré, je tentais de m'en écarter, mais les éviter toutes était impossible. Je me contorsionnai juste assez pour m'épargner le pire. Une seule me transperça. M'épargner le pire, dis-je. La douleur fut atroce. La pique m'avait traversé la cuisse. Je glissais tout le long jusqu'à heurter durement le sol. Le choc me coupa la respiration. L'épée m'échappa et retomba hors de ma portée. Je gisais là, luttant pour reprendre mon souffle et dominer la souffrance. Les piques étaient fines, très pointues et très longues. Elles mesuraient plus de 6 pieds. Pas moyen de lever la jambe assez haut pour me libérer. Je maudis ma folie. J'avais compté sur ma connaissance du terrain, mais Cameldoué m'avait sûrement surpris. Mes incursions dans la combe. Elle avait attendu le dernier moment pour creuser un nouveau piège. Une sorcière tueuse doit sans cesse s'adapter et tirer des leçons de ses erreurs. Et étendu là, à 2 doigts de la mort, j'admettais ma stupidité. Je m'étais montrée trop confiante. J'avais sous-estimé Cameldoué. Je me jurais, si je survivais, de tempérer ma témérité d'un brin de prudence. Si je survivais. La large face blême de la tueuse apparut au bord de la fosse. Elle me contempla d'en haut, sans prononcer un mot. J'étais rapide, et j'excellais au maniement des lames. J'étais forte aussi, mais pas autant que Cameldoué. Ce n'était pas sans raison que l'on avait surnommé Cameldoué l'étrangleuse. Après une victoire, elle pendait parfois ses victimes par les pouces avant de les asphyxier, lentement. Elle ne s'y prendrait pas ainsi avec toi. Elle avait vu de quoi j'étais capable, et ne courrait aucun risque. Elle mettrait bientôt ses mains autour de mon cou et serrerait jusqu'à ce que mon dernier souffle de vie ait quitté mon corps. J'allais expirer au fond de ce trou. Elle entreprit de descendre. J'étais calme, résigné à mourir s'il le fallait. Mais une idée m'était venue, qui me donnait une faible chance de m'en tirer. Cameldoué atteignit le sol et s'approcha en contournant les pics. Elle faisait jouer de ses muscles, de ses mains puissantes.
Je me préparais à la douleur, pas celle qu'elle allait m'infliger, celle que j'allais délibérément m'imposer. Mes mains aussi étaient puissantes, et mes épaules et mes bras musclés me permettaient de soulever des poids considérables. Les piques étaient fines et flexibles, mais solides. Je devrais pourtant tenter le coup. De là où j'étais étendu, je ne pouvais atteindre que celle qui me transperçait la cuisse. Je l'attrapais donc et la remuais d'avant en arrière, la tordant et la fléchissant. Chaque mouvement envoyant le long de ma jambe et dans tout mon corps des ondes de souffrance. Je serrais les dents et continuai la manœuvre, jusqu'à ce que la pique cédât enfin. Elle rompit et resta dans ma main. Je dégageai vivement ma jambe du tronçon restant et m'agenouillai face à Kamel. Mon sang ruisselait et imbibait la terre. Tenant la pique comme une lance, je la pointai vers mon adversaire, droit vers son cœur. Mais la tueuse avait puisé dans son arbre une grande quantité d'énergie magique. Elle se concentra pour projeter vers moi des ondes de ténèbres. Elle utilisa d'abord l'horrification, ce sortilège avec lequel les sorcières pétrifient de terreur leurs ennemis. Une vague d'épouvante déferla sur moi, et mes dents s'entrechoquèrent comme celles d'un squelette dansant une nuit d'Halloween. La magie de Cameldo était puissante, pas assez cependant, pour m'empêcher de détourner le sort. Bientôt les effets s'affaiblirent, et devinrent guère plus pénibles à supporter que le vent qui soufflait dans l'Arctique le jour où j'avais massacré les loups. Elle lança alors contre moi une horde hurlante d'âmes qu'elle tenait emprisonnées dans les limbes grâce à la magie des ossements. Elles s'accrochèrent à moi, m'emprisonnant les bras, de sorte que je dus lutter de toutes mes forces pour ne pas lâcher la pique. La magie noire conférait à ces morts sans repos une vigueur incroyable. Ils me serraient la gorge aussi fort que Cameldoué l'aurait fait elle-même. Le plus redoutable était l'esprit d'un semi-homme. Fils du malin et d'une sorcière, il me couvrit les yeux et introduisit ses longs doigts froids dans mes oreilles. Je crus que ma tête allait exploser. Sourde, aveugle, je me débattais en hurlant. Tu n'en as pas fini avec moi, Cameldoué. Je suis Grimal King, j'incarne ton destin. La vue me revint. Les doigts du nom d'humain sortirent de mes oreilles avec un bruit de bouchon qui saute. J'avais de nouveau les bras libres, et je bondis sur mes pieds, mon arme levée. Cameldoué se jeta sur moi. Horrible femelle ours aux mains d'étrangleuses. Mais j'avais bien visé. Je lui enfonçai la pique en plein cœur. Elle tomba à mes pieds, et son sang se mêla au mien, imprégnant la terre. Elle opta, essaya de parler. Je me penchai pour approcher mon oreille de sa bouche. Tu n'es qu'une gamine, croissa-t-elle. Être vaincue par une gamine après toutes ces années, c'est pas possible. Ton temps est achevé, le mien commence, déclarai-je. La gamine t'a pris la vie, elle va te prendre tes os. Après avoir prélevé sur elle ce dont j'avais besoin, je hissai le cadavre de Cameldoué hors de la fosse à l'aide de ses propres cordes. Puis je la pendis par les pieds à une branche, de sorte que les oiseaux à l'aube se nourrissaient de sa chair et nettoient son squelette. Cela fait, je traversai la combe sans problème. Les sorcières mortes gardèrent prudemment leur distance. Gertrude, la hideuse, à quatre pattes, tâtonnait toujours dans les feuilles pourries à la recherche de sa tête. Sans ses yeux, elle aurait du mal à me retrouver. Quand je sortis de sous les arbres, le clan m'acclama. J'élevai dans ma paume les pouces de Cameldoué. Tous s'inclinèrent, en hommage à mon exploit. Catrice elle-même, qui présidait le conventus des 13, me fit allégeance. Lorsqu'elles se relevèrent, je lus dans leurs yeux un respect nouveau et de la peur. Ma quête débutait. Je n'aurais de cesse désormais que je n'ai détruit le malin. Le piège garni de piques m'avait donné une idée. Forger une lance bien pointue dans un alliage d'argent pour transpercer le cœur de mon ennemi. Et si ça ne marchait pas, j'inventerais autre chose. Un jour, je trouverai le moyen de l'anéantir. Mon nom est Grimal King. Je suis la tueuse du clan Malkin. Et je ne crains personne.